Bonjour à tous et bienvenue à ce café littéraire. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce lieu au centre de Yenenga à Grand Dakar qui accueille ce café littéraire sur le thème littérature, jeunesse et éducation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Madame Correa qui est directrice de la maison d'édition BLD. C'est bien ça. Et monsieur Ouma Diakate, qu'on appelle généralement Odia, le dessinateur des dessins les plus satiriques ou bien humoristiques, on va dire. Donc, sur les réseaux sociaux et tout, sur la politique, bien évidemment. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour partager sur ce thème. Et on va tout de suite démarrer, Madame Correa. J'ai été très honorée de voir tout le parcours, tout ce que vous faites aujourd'hui dans le milieu de la littérature jeunesse que je ne connaissais vraiment pas. Et j'ai été surprise de voir qu'il y ait autant de livres édités par votre maison d'édition. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on ne vous connaisse pas véritablement? Ça dépend des milieux. Dans le milieu de la culture et de l'éducation, BLD Édition est très connue. Comme je vous ai dit, on a travaillé pendant des années à faire lire tous les enfants de la banlieue de Pikine, Guédiawaye, l'inspection de Pikine, de Guédiawaye, de Thiaroye. Toutes les écoles ont été équipées en bibliothèque par BLD. Avant édition, bibliothèque, lecture, développement. Nous avons beaucoup travaillé à mettre dans la tête des enfants, des enseignants, des directeurs d'école, que les livres, ça va permettre aux enfants de se développer, de développer leur entourage, de développer leur pays. Et vous avez fait le choix, de vous spécialiser dans ce domaine. Pour quelle raison? Je vous l'ai dit, chez nous, on lit beaucoup. Mon mari, comme moi, donc moi j'étais enseignant. J'ai eu une formation d'abord de professeur de français que j'ai pas vraiment exercé, puisque ensuite je suis allé me spécialiser en bibliothéconomie, l'organisation des bibliothèques que j'ai fait en France, ensuite en Angleterre, avec des stages aux États-Unis et tout. Donc, la bibliothéconomie. Quand je suis venu, j'ai enseigné la bibliothéconomie à l'université pendant des années. Mais enseigner la bibliothéconomie, pour moi, c'était pas faire des cours seulement à l'université. C'était sortir avec les élèves, aller dans les lieux où il y avait des livres et des enfants pour leur montrer ce que le livre pouvait leur apporter. Donc, le livre, c'est quelque chose c'est un objet précieux qu'il faut faire connaître le plus tôt possible aux enfants. Monsieur Ouma Diakate, c'est bien ça. Il ne faut pas que j'écorche les noms. J'ai toujours là d'écorcher un peu les noms et pourtant qui sont tellement simples. Vous êtes dessinateur, vos dessins sont populaires sur la toile. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire de un peu la critique, de la politique avec le dessin? Vous faites un peu le travail de journaliste à la longue. Qu'est-ce que ça vous inspire tout cela? Merci beaucoup Judith. Tout d'abord, je vous salue chaleureusement. Je salue Madame Correa avec qui j'ai le plaisir de partager un peu le plateau. Voilà, je suis déjà très honoré de vous entendre parler de mes dessins. J'ai ce plaisir-là de faire le travail de journaliste caricaturiste. C'est-à-dire que je traduis en quelque sorte l'information tous les jours pour mon journal en dessin. L'actualité elle peut être n'importe laquelle, vous savez. Ça peut être souvent politique parce que c'est souvent la politique qui domine en fait l'actualité sénégalaise. Mais ça peut être autre aussi, vous savez. Ça peut être sportif, ça peut être culturel, ça peut être économique, ça peut être même des faits de société. C'est pas seulement la politique qui domine.
l'effet de l'actualité. Mais j'ai ce plaisir-là de faire tous les jours ce métier que j'adore et que j'exerce depuis plus de 30 ans maintenant. Parce que j'ai commencé un peu à exercer depuis les années 90 jusqu'à maintenant, ça fait plus de 30 ans. Donc voilà, je suis... Aujourd'hui, tout va bien. Pas de ménage, rien du tout. Jusque-là, tout va bien. Ça va. Bon, ben, j'ai cette chance-là, je l'ai déjà dit. D'abord, un premier aspect, je n'ai jamais été censuré dans mon travail par mes différents directeurs de publication avec lesquels j'ai eu à travailler. Donc, je n'ai jamais été censuré. Je n'ai jamais fait l'objet de plaintes aussi dans mon métier. Le plus souvent, c'est plus des appels d'encouragement, de félicitations que j'ai. Et j'espère que ça va continuer comme ça aussi. On ne voudrait pas vous retrouver derrière les barreaux. Ça arrive pour certains confrères, malheureusement aussi. Malheureusement. Et nous avons eu le plaisir de constater que vous êtes le dessinateur de ce livre de Moumar Gueye, colonel Moumar Gueye, qui nous a envoyé avec beaucoup de gentillesse ce livre qui vient de paraître aux éditions Enéas. Donc, vous pouvez vous procurer. Et donc, comment a été cette collaboration? Je vais d'abord dire une collaboration fructueuse, parce que monsieur le colonel Mouma est un bon ami d'abord. On a de très bonnes relations fraternelles, amicales. Et il me fait toujours le plaisir de me solliciter pour illustrer ses ouvrages, ses livres. Donc, c'est avec un grand plaisir que j'ai répondu à son appel pour faire les dessins de son livre, qui, comme vous le constatez, est un livre qui est un peu illustré, qui est édité en Wolof, dans les deux langues, on va dire, en français et Wolof. Mais il ne m'a pas encore fait l'amitié de m'envoyer mon exemplaire, ou mes exemplaires même, je dirais. Voilà, mais Nous avons eu cet honneur. il m'a fait le plaisir de partager ça sur les réseaux sociaux, parce qu'on est amis sur Facebook aussi. Il me l'a montré et j'ai liké avec plaisir aussi. Je lui ai même envoyé un j'adore, un cœur. Donc pour dire que c'est un bon ami. Et voilà, j'ai ce plaisir-là de travailler avec lui. Et aujourd'hui, en ce qui concerne ce genre de livres aujourd'hui et les dessins que vous faites, il y a plusieurs types, classifications de livres. Comment on arrive à se retrouver par rapport à ça? Parce que aujourd'hui, avec le Japon, par exemple, il y a les mangas, il y a des bandes dessinées plus ou moins, je sais pas. Quelle classification aujourd'hui on fait? Tout d'abord, on travaille en parfaite intelligence avec l'auteur. L'auteur, c'est celui qui écrit son livre, et nous sommes les illustrateurs. Donc, on est censé en fait répondre aux attentes, c'est-à-dire faire de telle sorte que les illustrations soient en parfaite adéquation avec les textes. Là, c'est lui qui envoie les textes, et en lisant les textes, on a un aperçu graphique par rapport à ça. Et moi, ma méthode, c'est d'abord de travailler avec un crayonnage. Je fais un crayonnage par rapport au texte que j'ai lu et je lui soumets ça. Et bien, lui, il peut regarder en retour, il me dit que oui, c'est bien ou c'est pas bien. C'est-à-dire, il peut aussi avoir ses idées à lui, des commentaires, des observations sur lesquelles je me base aussi pour faire de telle sorte que ça réponde à ses attentes. Et c'est comme ça qu'on travaille généralement avec les auteurs de livres. Ce type d'ouvrage est un album jeunesse. On a des albums, des romans, des bandes dessinées en général. D'accord, merci Madame Correa. Et aujourd'hui, quelle place ça occupe ces livres jeunesse dans le marché du livre? Malheureusement, ça occupe une place réelle à Noël. Non, oui, mais c'est là qu'on vend le plus. Pendant les fêtes, avant les fêtes de Noël, les parents achètent pour les enfants. Dans les écoles, dans certaines écoles aussi, à la rentrée des classes, parce que il y a des écoles où on s'occupe de donner le goût de la lecture aux enfants. Parce qu'un enfant, il peut pas bien travailler une matière s'il ne comprend pas la langue à travers laquelle cette matière est enseignée. Et pour
non seulement comprendre, maîtriser, être à l'aise avec cette langue, il faut qu'il la pratique. Il la pratique à l'oral, mais il la pratique en la lisant, il la pratique en l'écrivant. Et faire des livres de jeunesse, des livres où les sujets correspondent aux préoccupations de chaque enfant, c'est le meilleur moyen d'amener l'enfant à maîtriser ce véhicule qu'est le français. Mais est-ce que livre jeunesse et éducation vont toujours de pair? Ça devrait. Ça devrait, parce que je ne vois pas comment un auteur, qui est en général un adulte, va faire pour des enfants des livres qui peuvent porter tort à l'enfant. C'est comme si un adulte se levait, préparait des couteaux et les aiguisait pour les enfants. Ça n'existe pas. Donc normalement, le livre jeunesse ne peut pas faire de tort aux enfants. Et comment est-ce que aujourd'hui on peut contribuer favorablement à une promotion de ce type d'ouvrage? Parce que moi j'ai eu du mal à trouver des auteurs, à trouver déjà à vous avoir et tout, à avoir Odia. On a vraiment de la peine à mettre la main sur cet écosystème qui travaille dans la littérature jeunesse. Comment ça s'explique aujourd'hui? Je ne sais pas par quel canal vous êtes passé, mais si vous allez en librairie, dans les grandes librairies, et puis vous demandez quelles sont les maisons qui produisent de la littérature jeunesse. Si vous étiez allé à Claire Afrique, qui est une grande librairie, qui a beaucoup de collections jeunesse, d'auteurs sénégalais, vous allez à Didactica, toutes les grandes librairies ont une collection, l'Enéas, voilà. C'est une maison d'édition avec une librairie. Voilà. Toutes les grandes librairies ont une collection jeunesse où il y a bien sûr des livres importés, mais il y a aussi beaucoup de livres faits au Sénégal. Donc vous trouvez facilement des livres de jeunesse et à travers eux, vous pouvez retrouver les auteurs ou même sur Internet. J'ai des commandes qui me viennent de l'extérieur, des gens qui ont découvert les titres de BLD dans le site de BLD à travers Internet. C'est vrai que je vais taper un peu du doigt à Enéas parce que j'ai envoyé un message et il m'a dit « Je te reviens tout de suite, je vais taire le nom ». Il me dit, je te reviens, il n'est pas revenu pour me donner quelques auteurs. Et après, je retrouve ça, la sortie du livre du colonel Mouma Gueye. Et nous, on a toujours été bercés par la littérature venue de l'extérieur. Est-ce que ça vous a un peu inspiré ces dessins, ces illustrations? Et après, Madame Correa, comment vous, aujourd'hui, vous avez essayé de transformer? J'ai bien envie que vous racontiez l'histoire que vous m'avez racontée avant qu'on démarre cette émission, de nous parler un peu de ce parcours que vous avez dû faire pour un peu dire stop à toutes ces histoires venues d'ailleurs. Monsieur Odia, est-ce que vous êtes senti inspiré ou vous avez envie un peu de changer également les choses? Merci Judith. Je dirais de prime abord, vous savez, moi je suis né à la rue Thiers, au plateau. Aujourd'hui, rue Amadou Alassane Ndoye. C'est pas très loin du centre culturel français. C'était ma place, on va dire. C'est là-bas que j'allais tous les jours pratiquement quand j'avais le temps pour aller visiter la bibliothèque. Et je lisais tout, je dévorais tout, autant les BD que les livres. C'est par là que m'est venu, c'est comme ça que j'ai gâté mes yeux, entre guillemets, vous savez. Donc, j'ai toujours eu cette passion-là de la lecture. J'ai beaucoup lu les BD, les livres et tout, les auteurs africains, Mongo Betty et tout, Kamarala et tout ça. C'est là que j'ai... Hakim à l'époque. Oui, mais là c'est autre chose. Là, c'était pas en bibliothèque, mais on les avait en kiosque, les kiosques à journaux.
Et c'est là-bas aussi, c'était aussi mon lieu de fréquentation, vous savez. Voilà, j'allais à Marché-Tilène, au marché Sandaga. J'avais des amis là-bas avec qui je faisais des échanges de journaux, de bandes dessinées. Et c'est comme ça qu'est venue la passion du dessin. C'est comme ça qu'on a cultivé aussi cette passion-là aussi pour la lecture. C'est venu de là. On a longtemps lu, on a beaucoup lu. Et voilà, aujourd'hui, c'est peut-être le tour des plus jeunes de le faire. Mais c'est une excellente chose de lire. Lire ouvre l'esprit, lire permet à la personne aussi d'être cultivée. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais j'ai grandi comme ça. Alors, Madame Correa, votre parcours, expliquez-nous un peu tout ça, racontez-nous comment vous vous êtes dit à un moment donné, stop, il faut qu'on écrive notre histoire, nos propres histoires à nos enfants, qu'on puisse les transmettre. Donc, comme je vous ai dit, moi aussi j'aime la lecture, j'ai beaucoup lu, beaucoup. Mes parents m'achetaient des livres, beaucoup de Tintin et de Nano et Nanette à l'époque. Mais ce qui m'a amené à faire des livres, je suis professeur de bibliothéconomie, c'est-à-dire l'organisation des bibliothèques. Et nous allions avec les étudiants de l'université de Dakar dans différentes bibliothèques de la place, comme le centre culturel Blaise Senghor, qui s'appelait le centre culturel africain. Voilà, à la Médina. Ça fait très longtemps. Et on allait avec les étudiants faire des séances de travaux pratiques. Les séances de travaux pratiques, c'était amener les enfants à aimer la lecture. Les enfants étaient là-bas le jeudi matin en général. Quand on est allé, on prenait des livres pour lire des contes, lire des histoires aux enfants. Mais les enfants ne comprenaient pas ce qu'il y avait dans les livres. Alors les étudiants étaient obligés, je demandais aux étudiants de lire l'histoire, de petites histoires, des historiens, de prendre le livre, de montrer aux enfants les images, de lire l'histoire en français une première fois, ensuite de traduire ce qu'ils avaient lu en Wolof pour que les enfants comprennent et reprendre une troisième fois la lecture en français pour s'assurer qu'ils ont compris quelque chose. Donc, c'était un cheminement assez difficile. Lire une fois, traduire. Et la traduction n'était pas évidente. D'abord, il n'y avait pas que des étudiants wolophones, parce que l'université, l'école des bibliothécaires recevait des étudiants de toute l'Afrique de l'Ouest. C'était une école régionale, l'école des bibliothécaires. Donc, c'était pas évident de traduire ça en wolof. Et les élèves, les étudiants, même wolophones, avaient de la difficulté à traduire certaines notions en wolof pour les enfants. Si on parle de Blanche-Neige, il y a beaucoup de neige. Traduire la neige, ça n'existe pas. Ils expliquent aux enfants, c'est comme la glace qu'il y a dans le frigidaire. Mais c'est pas vraiment, c'est la poudre de glace. C'est compliqué. Les enfants qui n'ont jamais vu de neige et qui parfois n'ont pas de frigidaire à la maison. Donc, ça m'a vraiment posé des problèmes. J'ai dit, ce qu'il faudrait pour ces enfants, c'est qu'ils aient accès à la lecture dans leur propre idiome, dans leur propre langue. Et voilà ce qui m'a amené à faire des livres pour enfants. Nous avons beaucoup travaillé avec des enseignants. Les enseignants dans Pikine, Thiaroye, Guédiawaye. Nous avons formé donc Bibliothèque Lecture Développement, c'était une association de gens qui voulaient aider au développement de la lecture, qui y croyaient. Il y avait des enseignants, des bibliothécaires, des professeurs d'université, un petit groupe. Donc on s'est mis à aller dans les écoles de la grande banlieue, donc les inspections de Pikine, de Guédiawaye, de Thiaroye, demander aux enseignants de travailler avec nous pour amener les enfants à la lecture. Donc faire des séances de lecture avec les enfants, faire des sorties, aller plus loin, chercher à faire des livres
par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Donc, on a amené les enseignants à écrire des petits textes. Ensuite, on est allé à l'école des arts. On a demandé à collaborer avec le directeur de l'école des arts qui était OK pour nous envoyer des étudiants de l'école des arts pour illustrer ces textes faits par les enseignants. Et c'est comme ça que petit à petit, plus de séminaires, on s'est fait aider financièrement parce que pour organiser des séminaires sur 15 jours, des séminaires, faire des couples, auteurs, illustrateurs, pour sortir quelque chose, ensuite imprimer, sortir ça, etc. Voilà. Beau parcours, qu'est-ce que vous pensez, Odia? Absolument fabuleux. Bon, Madame Correa, que j'ai le plaisir de connaître et que je salue chaleureusement, et à qui je voue un profond respect par rapport à son parcours. C'est une dame qui a longtemps œuvré pour la culture et elle continue de le faire. Vraiment, je vous souhaite vraiment bonne continuation et plein d'autres succès aussi à vous. Voilà. Et je pense que vous êtes dans un projet similaire aujourd'hui, dans l'encadrement des jeunes, dans le dessin et tous ces choses. Oui, parce qu'actuellement, si vous le constatez, je viens justement de l'Oman Art, où j'ai en quelque sorte participé à un concours de dessin. Je faisais partie des membres du jury. L'idée était de lancer une thématique et de laisser un peu les artistes œuvrer dans ce sens-là. Cela a été fait. On a eu une trentaine de candidatures. Il fallait choisir un peu les œuvres les plus en adéquation avec la thématique et surtout par rapport au contenu. Et aussi, l'autre aspect, c'est l'aspect graphique, qu'il fallait aussi bien mentionner. Ça s'est fait et on a eu le plaisir de choisir trois lauréats et on espère qu'ils seront aussi très contents. Et quelle est la suite? Quelle est la suite, les perspectives de ce projet? Oui, non, bon, il y a... En fait, ce qui suit, c'est un peu la célébration, un peu fêter les gagnants et puis, bon, passer à autre chose aussi. Mais au préalable, il y avait eu ultérieurement un autre concours auquel j'ai eu aussi l'autre plaisir d'être membre du jury. Parce que vous savez que maintenant, avec l'âge, avec peut-être l'expérience, je ne suis plus à même d'être un peu quelqu'un qui fait des concours, qui est un peu un concurrent parmi les autres. Mon rôle maintenant est d'être plus un jury, un juge par rapport au contenu des uns et des autres. Bon, c'est ce que je m'évertue à faire maintenant. Voilà, parce que voilà, ça fait plus de 30 ans qu'on est dans le métier et il est maintenant temps de laisser la place aux jeunes, essayer de laisser poindre aussi, de laisser venir aussi de nouvelles perspectives pour le dessin. Est-ce que vous pensez qu'il y a véritablement une avancée dans ce secteur, qu'il y a un réel investissement? Parce que Mme Correa, je pense qu'elle a vraiment été la personne qui a un peu propulsé cet écosystème. Est-ce que vous pensez véritablement que la dynamique vraiment est mise en œuvre pour qu'on puisse avoir des albums de bonne qualité, des illustrations de bonne qualité et qu'on puisse avoir des livres qui n'ont rien à envier à ceux qui viennent d'ailleurs? L'idée d'abord est de faire découvrir les talents qui sont là et qui sont très nombreux. Madame Correa en sait quelque chose. Je sais que vous publiez beaucoup de jeunes et c'est vraiment ce talent-là, ce potentiel-là qu'il faut maintenant faire monter à la lumière. Nous, on est là, on est des années, les gens nous connaissent, on est assez blasé sur ce côté-là. L'objectif, l'enjeu maintenant, c'est vraiment de faire de telle sorte qu'il y ait au moins quelque part une continuité dans ce sens-là. Et c'est le lieu d'être satisfait à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dessinateurs qui sont là et qui ne demandent qu'à être connus, qui ne demandent qu'à être vraiment mis en lumière. Voilà, avoir la visibilité. Et c'est ça qui manque en réalité. Parce que moi, ce que je crains, ma véritable crainte, c'est que par exemple, un pays comme le Japon, qui est en train de prendre des dessinateurs, qui est en train de véritablement regarder quels sont les talents des Sénégalais, des Africains et tout pour exporter, pour qu'ils travaillent dans leur industrie. Et moi, c'est ça justement que je crains si on ne met pas véritablement un écosystème fiable en place
stable en place, on risque de perdre ces jeunes-là. Mais justement, dans ce sens, le Japon vient de célébrer un jeune dessinateur sénégalais qui s'appelle Seydina Issa Sow et qui a sorti plusieurs albums. Je ne sais pas si vous le connaissez, madame. Voilà, c'est un jeune dessinateur plein de talent, vraiment, qui est aussi quelque part, disons, un responsable en soi, parce qu'il a créé sa propre maison d'édition, 6 éditions. Il a sorti 3 bandes dessinées qu'il a publiées de sa propre initiative. L'album qu'il vient de sortir actuellement est labellisé Saraba. C'est l'édition Saraba qui a mis un peu... Saraba, l'édition qu'on salue aussi, qui fête leur 1 an aujourd'hui. Ok, Saraba a eu l'immense idée, la géniale idée de lui proposer une collaboration. Et en commun, ils ont sorti un album qui s'appelle Sadio et qui raconte l'histoire d'un jeune footballeur qui, s'inspirant certainement de Sadio Mané et que tout le monde connaît maintenant. Donc, Seydina Issa Sow, il est tout récemment parti au Japon sur invitation de l'ambassade du Japon et il a pu montrer ses qualités artistiques mais ses qualités aussi intellectuelles parce qu'il a parlé de ses œuvres. J'ai vu plein de vidéos de lui et c'est le lieu de le féliciter aussi et d'inciter aussi les autres jeunes à vraiment aller de l'avant, à montrer leur potentialité. Parce que c'est ce qu'il faut. Les gens ont dit souvent, oui, Odia, on ne voit que toi un peu dans le milieu de la presse. Qu'est-ce qui empêche les autres journaux aussi de faire confiance aux autres jeunes? C'est aux autres aussi de venir de montrer un peu leur qualité, leur talent, pour que les journaux aussi leur fassent comprendre, parlent d'eux. Il n'y a pas, pour le moment, il n'y a pas de journaux exclusivement caricature. Ça a existé à un moment donné, mais j'ai l'impression qu'on n'en trouve plus, on n'en voit plus dans le milieu de la presse. Vous savez, moi j'ai eu le plaisir et le grand honneur de faire partie des journaux qui ont été des journaux satiriques. J'ai fait le Cafard Libéré, que certainement Madame Correa connaît. Alors, on a travaillé ensemble pendant beaucoup d'années. Ou bien parce que les gens ont peur? Non, même. C'est pas une question de peur? Non, pas forcément. C'est plus cher? En fait, le premier aspect, je vais peut-être parce que le Cafard Libéré est le pionnier en ce sens-là. Pas le pionnier, ça parce qu'il y avait le politicien avant. Les principaux journalistes du Cafard sont des gens qui sont venus du politicien et qui ont créé le Cafard Libéré. Le Cafard Libéré, de ses premiers numéros, a bien marché. Et c'est comme ça que l'aventure a continué. Ça s'est arrêté dans les années 2000. Et à partir de là, il y a eu une forme de cassure à ce niveau-là avec la presse satirique parce que le public ne suivait plus. On a eu des initiatives dans ce sens-là de créer des journaux satiriques, mais ça n'a pas marché, il faut le dire. Pourquoi? Peut-être qu'il faut voir aussi au niveau du prix, peut-être qu'il faut voir au niveau du contenu. Voilà. On n'a pas fait des études dans ce sens-là, mais voilà. On a des études peut-être en termes de fiabilité de l'information, les gens, voilà. De positionnement. Parce que tout dernièrement, c'est aussi dans l'année dernière, on avait sorti un autre journal, Le Politicien, qu'on avait en quelque sorte ressuscité. L'idée était de faire vraiment de telle sorte que le public adhère à l'idée de faire un autre journal satirique parce qu'on a pensé que c'était une demande publique, une demande sociale du public de vouloir un journal satirique parce qu'on a pratiquement des journaux quotidiens en quantité. Il y en a une 50aine maintenant aujourd'hui. L'idée était de faire de telle sorte qu'il y ait un autre journal qui fasse autrement le travail, qui donne l'information autrement. Mais la mayonnaise n'a pas pris, il faut le dire. Et après, les fonds n'ont pas été disponibles, n'ont pas suivi non plus. Et voilà, c'est comme ça que le journal a dû fermer. Je pense qu'on attend beaucoup des fonds. C'est qu'avant, quand on a des projets, et puis on attend que ce sont les fonds qui nous permettent justement d'avancer. Et je crois que c'est peut-être ça un peu le réel problème que nous avons sur nos projets. Et Madame Correa, est-ce qu'aujourd'hui, concernant les livres jeunesse, est-ce qu'aujourd'hui c'est accessible pour les familles modestes et tout? Est-ce que ces livres sont accessibles? Le premier but de BLD Édition, c'est de faire lire les enfants. Tous les enfants.
sans exclusif. Pour faire lire tous les enfants sans exclusif, il fallait penser au prix. Et je crois que BLD est la maison d'édition qui a les prix les moins disants du marché. J'ose le dire, je confirme. Nous avons des livres à 2000 francs. Des livres illustrés, couleurs. Vous savez, c'est ce qui coûte le plus cher, les livres couleurs. C'est ça, c'est l'impression, c'est la couleur. Nous avons des livres à 2000 francs, à 2500, à 3000, 3500. Ils sont sur la table. Oui, 4000, 5000 francs, les plus chers. Les plus chers, c'est des livres reliés qui sont les plus chers à 5000 francs. Sinon, on a tous les prix de 2000 francs à 5000 francs. Donc, pour toutes les classes. Donc, parce qu'on parle d'éducation, voilà, il faut que ce soit tout de même disponible parce que déjà, les parents souffrent énormément pour les fournitures scolaires qui coûtent terriblement cher. Et s'il faut faire plaisir aux enfants... Nous avons souvent échangé avec les directions des écoles en disant qu'il faut des bibliothèques dans toutes les écoles. Et une bibliothèque, ça coûte pas cher. C'est pas une salle de classe avec des murs et des rayonnages. Il faut juste une caisse, un caisson de whisky, vide bien sûr. Où on range des livres. Si chaque enfant donne 100 francs par mois, nous on a beaucoup travaillé dans Pekin Guédiawaye. C'était des classes de 90 élèves du temps des doubles flux. Les enseignants étaient obligés de les prendre en deux fois, 45. Bon, j'espère qu'il n'y a plus de classes de 90 élèves, mais il y a encore des classes avec beaucoup d'élèves. Si chaque élève donne 100 francs dans l'école, ça permet d'avoir un petit fonds de livres qui augmente petit à petit. Ça peut être 100 francs par classe. Dans chaque école, il y a au moins 12 classes. 12 classes, disons de 50 élèves, 100 francs par élève, il y a de quoi acheter des livres à 2000 francs ou à 2500 francs. Et si on le fait chaque année, au bout de 3-4 ans, on a une petite bibliothèque. Chaque enfant, en partant le week-end, part avec son livre. Dans la semaine, le maître, il peut prendre une histoire, commencer à la lire, ne pas la finir pour donner l'envie aux enfants de savoir la suite. Et à la fin, pendant le week-end, chaque enfant part avec un livre à lire à la maison. C'est pas diable, c'est pas difficile. Il faut vouloir le faire. Merci beaucoup, Madame Correa. Merci, Monsieur Odia. On va voir si le public a quelques questions. Bonsoir à tous.